Salut tout le monde. Comme d'habitude, c'est très important. Il faut que vous mettiez un j'aime, que vous vous abonniez si vous ne l'avez pas encore. Laissez un commentaire aussi, ça peut m'aider pour le référencement. Partagez. Attention pour les nouveaux qui viennent d'arriver sur la chaîne. Il faut que vous regardiez les épisodes précédents. C'est important, sinon vous n'allez pas tout comprendre dans cette vidéo. Bon, comme la dernière fois, on va revenir un peu sur la vidéo précédente que je vais un peu compléter, corriger. Parce que vous savez, c'est tellement long que parfois j'oublie certaines choses. Et donc, je pense qu'à chaque fois, on va devoir refaire ce rituel. Au sujet de la lettre V qui peut se changer en B. Et ces deux lettres sont interchangeables dans beaucoup de langues latines. Par exemple, la langue d'oc, ou même ceux qui ont fait de l'espagnol, savent très bien que le V se prononce B. Reprenons par exemple le mot livre, qui donne libre. Je vous avais dit qu'en latin, d'ailleurs, le mot livre se dit liber, avec un B, sauf qu'à la fin, c'est BER au lieu de BRE. Et j'avais oublié de vous donner un autre exemple qui est flagrant. C'est celui de la librairie. Vous voyez bien que c'est la même racine, livre, libre. Où est-ce qu'on va acheter un livre? Dans une librairie. Je vais vous donner aussi un autre exemple, celui du mot cabale, qui en fait à l'origine désigne la jument, la femelle du cheval. Le terme jument, qui est plutôt récent, a remplacé le mot cabale. Et vous voyez tout de suite que la cabale a donné le verbe cavaler par exemple. Il y a juste le V qui change, ou la cavalerie. Là, je sais déjà à quoi certains d'entre vous pensent. Vous pensez à la cabale qui s'écrit K-A avec deux B. Là, normalement, vous devez vous dire, mais donc la cabale, c'est la langue des chevaux. Tout à fait. Là, on est en train d'étudier la langue des oiseaux. Et quand il s'agit des chiffres et des nombres, c'est plutôt la langue des chevaux qui s'appelle la cabale. Sauf qu'il y a une nuance à faire entre la cabale hermétique qui s'écrit avec un C et un seul B, et la cabale hébraïque qui s'écrit avec un K et deux B. Parce que celle-ci, en fait, n'est que la cabale hermétique appliquée à des textes de l'Ancien Testament, des textes du judaïsme. Vous voyez, donc c'est qu'on a pris un système de décodage et on l'a appliqué à certains livres en particulier. Mais ça, c'est une façon d'utiliser la cabale. Sinon, on pourrait l'appliquer à n'importe quoi d'autre. C'est un peu comme si on était à l'époque où il n'y avait que de la musique classique et que quelqu'un venait, il prenait une guitare et qu'au lieu de jouer de la musique classique, il se mettait à jouer du rock, par exemple. Oui. C'est-à-dire que c'est le même instrument, mais appliqué à autre chose, qui est tout à fait particulier. Mais le cheval est un animal sacré, très important, très symbolique, et on y reviendra dans un autre épisode. Dans cet épisode, on va justement parler du serpent. Comment vous expliquer? Vous savez, les symboles évoluent en fonction du temps, et il y a des symboles qui sont plus vieux que d'autres. Il y a même des symboles qui ne font que symboliser un autre symbole. C'est-à-dire qu'il faut d'abord connaître le premier symbole pour comprendre la signification de l'autre symbole. Et le serpent, d'un point de vue temporel, c'est le symbole qu'on retrouve il y a le plus longtemps, quoi. À l'époque de l'ancienne Égypte, il y avait déjà le serpent, et même avant, avec les Sumériens et tout ça. Mais on va y revenir tout à l'heure. Cette scène qui est intéressante dans Harry Potter, où ils sont attaqués par des ombres, donc vraiment des trucs tout noirs, de la matière, et Harry Potter fait un sort, mais il est pas assez puissant pour tous les vaincre, et donc son compagnon est en train de mourir. Et là, il nous montre bien une lumière qui commence à quitter son corps. Bien sûr, après, ils vont se faire sauver au dernier moment, et la lumière va retourner à l'intérieur du corps, et il va revivre. Mais quand on parlait de la mort, de la lumière qui quitte le corps, la matière, dans le deuxième épisode. Au sujet des œufs, on aurait pu parler des œufs de Fabergé, par exemple. Ils ont chacun à l'intérieur quelque chose de très symbolique, et l'œuf en lui-même symbolise quelque chose. Il faut savoir que Fabergé n'est pas français, contrairement aux apparences. Il est d'origine française, mais il est russe. Et son petit-fils a continué son œuvre. Comme vous pouvez le voir, certains œufs sont faits de telle sorte qu'ils ressemblent à des coupes, parce qu'on va y revenir plus tard à tous ces symboles. Vous me direz, c'est logique quelque part. Si vous essayez de poser un œuf sur un socle, il ressemblera à une coupe. Et ben non, c'est faux, parce qu'il y en a plein d'autres qui soit tiennent tout seuls, soit ont un socle, mais qui ne ressemblent pas du tout au pied d'une coupe. Il y en a certains qui ont été vraiment faits de telle sorte qu'ils ressemblent le plus possible à une coupe, tout en gardant la symbolique de l'œuf. On retrouve le serpent, vous voyez, ou le dragon. Il y en a 71 des œufs de Fabergé, donc, et il y en a qui sont dans des collections privées, il y en a qu'on peut voir qu'à travers des répliques, etc. Donc j'ai pas pu tous les voir, mais j'en ai trouvé un, par exemple, là où vous voyez bien le serpent qui s'enroule autour de la coupe. Retenez ce symbole. Lui, il en a fait un avec un serpent, mais et son petit-fils a fait un œuf avec un dragon. L'œuf est noir d'ailleurs, au passage, comme la matière. Ah, donc la coupe, le serpent ou le dragon, la croix, parce que la croix aussi est un symbole. Dans Harry Potter, il y a aussi un œuf en or qu'il faudra remporter lors d'une épreuve dans un tournoi. À l'intérieur de cet œuf, il y a un indice pour remporter la seconde épreuve. Tous ces symboles veulent à peu près dire, à quelques nuances près, la même chose. Je parle pas de l'œuf, hein. Je parle du serpent, de la coupe, de la croix, mais on va décortiquer tout ça bientôt. D'ailleurs, si on s'intéresse à son nom, Fabergé, notez d'ailleurs qu'il existe la version Fabre, tout court, la déclinaison BRE de la clé vert, vous vous rappelez? Fabre, Fa c'est juste feu en fait, on met le A à la place du E, feu, donc feu vert, la vérité cachée du feu. Et lui, son nom, il y a le G à la fin. Vous voyez, il y a trois façons de décortiquer, je vous laisse regarder, mais grosso modo, G, vous savez déjà que c'est la pierre, et donc feu, pierre, pierre de feu, pierre de lumière, vert, la vérité cachée de la pierre de lumière.
C'est ça que ça veut dire Fabergé. Pareil avec la déclinaison Ber de la clé Ver, j'aurais pu citer des prénoms comme Bernard ou Bernie, comme le film Bernie d'ailleurs, avec Dupontel je crois. Et ça m'a fait penser au verbe berner. Berner quelqu'un, vous voyez, lui cacher quelque chose. Justement, le ver ça veut dire la vérité cachée. Quand on parlait de la déclinaison Mar, j'aurais pu vous parler du prénom Marie, Marie, Mère de Dieu, Mar, I. On enlève le IE qu'on connaît déjà, il ne reste plus que Mar, la mère. J'ai oublié dans la dernière vidéo de vous dire ce que voulait dire mercredi. Vous aussi d'ailleurs vous avez oublié. Maintenant que nous savons qu'il peut y avoir plusieurs déclinaisons aux clés, on avait vu pour la clé arc, on avait vu orc et même erc. Et en fait on n'avait pas déplacé les lettres. Parce que arc ça peut être cra par exemple, ça peut être car comme dans cardinal, etc. etc. Et donc là vous voyez bien que c'est la déclinaison erc, sauf que on a déplacé les lettres. Et donc on a inversé le E et le C. Et du coup le erc devient creux. Et donc là vous comprenez, mer, creux, dit. La mer, l'arc de I. Comme il y a déjà mer dans mardi, on va partir du principe que c'est la lumière. Et donc arc, lumière, lumière, l'arc de la lumière divine. Là où c'est intéressant, en fait, les jours de la semaine, c'est que dans chaque jour, il y a une clé. Par exemple, dans le lundi, il y a le 1. Dans le mardi, il y a la mer. Dans le mercredi, il y a l'arc. Dans le jeudi, maintenant que vous savez que J se change en F, jeudi, feu dit, feu de I, le feu de la lumière. Ensuite, vendredi, en fait c'est le vent de re, re, e, r, e, on retourne, en fait c'est R, donc le vent d'air, le vent d'Hermès. On y viendra plus tard quand je parlerai d'Hermès. Samedi, c'est la clé As. Le ça au début, on le retourne, c'est un As. Donc samedi en As. Et dimanche, en fait, c'est juste la lettre M qui veut dire amour. Vous voyez, à travers les 7 jours de la semaine, on a 7 clés différentes. On a aussi vu à un moment donné qu'il y avait 3 étapes divisées chacune en 7 opérations. 3 fois 7, en fait, 3, 7. Et tout le monde sait que le nombre de la bête, comme par hasard, c'est 666, c'est-à-dire l'alchimiste qui s'est arrêté à chaque fois à la dernière couche, au lieu d'aller jusqu'au bout. Il s'est arrêté à l'or, par exemple. Je vais un peu compléter aussi ce qu'on disait sur le pèlerin, avec la carte du pèlerin, vous vous rappelez, dans le tarot. Regardez sur le tarot de Marseille, une des plus vieilles versions, le chien est en train d'arracher l'habit du pèlerin, de lui déchirer ses vêtements. On retombe sur l'idée de se dénuder, de retirer ses peaux. Et j'aurais pu vous préciser qu'il y a un saint dans la religion chrétienne, c'est Saint Christophe, le patron des voyageurs, ou plutôt le patron des pèlerins, parce que si vous regardez bien, il a son bâton. Vous allez me dire, mais quelle importance qu'il tienne un bâton? C'est normal, ça l'aide à marcher, il y a des côtes, il y a des descentes. Mais en fait, si. C'est un symbole important, le bâton. C'est pour ça que je dis ça, c'est vraiment un symbole important, et il est toujours attaché au pèlerin. Il a aussi toujours sur ses épaules un bébé. Un bébé qui est en train de faire soit le signe des 2 doigts, soit il tient une orbe temporelle, je m'étais trompé. Bon, je sais pas pourquoi, dans mes souvenirs, ça s'appelait comme ça, mais le vrai nom, c'est orbe crucigère. Racine cruci, comme dans crucifié, c'est pour dire la croix. Donc, soit il tient une orbe, soit il fait le signe comme ça, et parfois, on montre qu'avec ce signe-là, il désigne une direction. Saint Christophe, lui, il est très souvent en train de l'observer, en train de le regarder, de l'écouter, et on se rend bien compte que c'est l'adulte qui suit l'enfant. C'est l'enfant qui désigne la direction au pèlerin. Je ne sais pas si vous voyez là où je veux en venir, c'est qu'on retombe sur cette notion de folie, d'insouciance, presque de naïveté, de partir à l'aventure comme ça, en mettant sa vie en danger. Et là, le pèlerin, vraiment, il suit la route que lui indique le bébé. Il faut qu'on puisse retomber en enfance, il faut pour pouvoir accepter cette idée qu'il y ait des choses que l'on qualifierait de magiques. Si on posait la question à n'importe qui, le premier mot qui viendrait en tête, c'est la magie. En même temps, c'est normal, la magie et l'alchimie, c'est la même chose. Je dis souvent que la magie est une métaphore inventée par les alchimistes pour parler de phénomènes métaphysiques, donc d'alchimie, sans que personne ne puisse comprendre. Vous savez, l'enfant, il est tout le temps émerveillé par tout ce qu'il voit autour de lui. Et donc, il y a cette idée où il faut retourner en enfance, parce qu'on perd cette capacité au fil des années qui passent en vieillissant. Et donc, il faut réussir à retrouver cet état d'émerveillement. C'est la mentalité que le pèlerin doit avoir. Puisque de toute façon, le long de son chemin, il va forcément s'arrêter pour contempler la beauté de la nature. En parlant de magie, on va faire une petite aparté. Tous les magiciens, pour lancer leur sort, utilisent soit une baguette, qui est toujours en bois, ou en tout cas à l'origine c'était en bois, aujourd'hui bien sûr, on peut en faire en n'importe quoi, mais comme Harry Potter, ou un bâton, comme Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux. Vous voyez, il y a toujours cette notion de bois, et pour s'envoler, il utilise un balai. Un balai qui était toujours en bois aussi, bien sûr. C'est pareil qu'avec la baguette. Aujourd'hui, on trouve des balais avec un manche en plastique, en métal, tout ce que vous voulez, mais à l'origine, c'était du bois. Il est bon de noter aussi qu'il y a, paraît-il, des académies de magiciens, et il y en a une qui est célèbre, notamment grâce à Nicolas Flamel, parce qu'il a été l'un de ses élèves, je crois, ou alors c'est lui qui l'a fondé, je ne sais plus. Faudra vérifier, qui est situé en France et qui s'appelle justement Beau Bâton. Et on retrouve cette histoire dans Harry Potter, où l'auteur a fait un clin d'œil à cette école. Et dans le film, c'est une école réservée aux filles, aux femmes, on ne sait pas pourquoi. Le réalisateur a rajouté ça, alors que dans le livre, pas du tout, c'est une école mixte.
Maintenant, attaquons vraiment le sujet de cette vidéo, c'est-à-dire le serpent. Le serpent, comme on a vu précédemment, symbolise le message ou le messager. On pourrait commencer par dire qu'il existe un oiseau dont le nom scientifique est le Serpentaire sagittaire, et justement la version vernaculaire de ce nom, vernaculaire ça veut dire commun, c'est un nom commun. Il y a toujours le nom scientifique et puis il y a le nom plus simple pour le peuple. Et donc le nom scientifique de cet oiseau qui s'appelle Serpentaire sagittaire a été traduit par messager sagittaire. Ils ont traduit serpentaire par messager, serpent par messager. Et c'est un oiseau, donc on retombe sur les oiseaux. L'oiseau aussi est un animal sacré et on l'abordera dans une autre vidéo. On notera au passage que cet oiseau a les 3 couleurs du grand œuvre et en plus dans le bon ordre, c'est-à-dire qu'il a les pattes noires, ça commence par le noir en bas, après c'est blanc et tout en haut c'est rouge, au niveau de ses yeux en plus, comme s'il voyait le rouge. On notera aussi que le serpent, la plupart du temps, est vert. En tout cas, il y a beaucoup de serpents verts, même si c'est vrai qu'il y a des serpents de toutes les couleurs. Mais bon, vous demandez à n'importe qui de dessiner un serpent et machinalement, il va le colorier en vert. Dans l'imaginaire de tout le monde, le serpent est vert. Donc on retombe sur la couleur verte. Deuxième point. Troisième point, et pas des moindres, le serpent mue. Il perd sa peau, et bien sûr tout le monde perd sa peau, nous aussi on perd notre peau. Et lui, il change en une seule fois toute sa peau, quoi. Et là, on retombe sur l'imagerie du pèlerin qui justement se pèle, retire ses peaux. Il faut retirer les peaux, les 7 peaux, puisqu'il y en a 7. Retirer la matière. On notera au passage que le chiffre 1, si on le retourne, ça donne nu, être nu, la nudité. D'ailleurs, nudité est l'anagramme d'unité. Parce que vous voyez, c'est un rapport avec le fait d'enlever et de vêtir. D'ailleurs, vêtir, on retrouve le verbe dedans. Sauf que c'est juste la lettre V. Oui, le V signifie le vert. Tout comme la lettre F signifie le feu. Je vous l'avais pas dit, mais j'en profite pour clarifier les choses. Et si on prend le verbe muer, le ER à la fin, c'est juste le suffixe verbal. Donc, la racine du verbe, c'est vraiment mu. Le M, on sait qu'on peut le remplacer par un N. Et donc, du coup, on retombe sur nu. Vous voyez, se mettre à nu. En parlant de mu, vous savez, dans le judaïsme, il y a une tenue traditionnelle pour prier. Et dans celle-ci, il y a une espèce de lanière en cuir qu'on enroule autour de son bras. Et ça, comme vous pouvez le voir dans cet extrait du film Noé, en fait, c'est une référence au serpent, parce qu'à l'origine, c'était une mue de serpent qu'on entourait autour de son bras. Quatrième point, maintenant, intéressons-nous à la langue du serpent. Et je crois que c'est le seul sur Terre à avoir une langue fourchue, une langue qui se divise en deux. Est-ce que vous voyez un peu la référence à la langue des oiseaux et la langue française, qui sont toutes les deux faces d'une même pièce? Encore une référence. Maintenant, réfléchissons un peu à ce que symbolise vraiment le serpent. Le serpent, vous savez, il est surtout connu pour sa morsure. D'ailleurs, même au niveau phonétique, morsure. Vous vous faites mordre, vous êtes sûr de mourir. Mais même mort, si vous regardez un peu la racine de mort, c'est juste le suffixe ur à la fin. Et nous savons que le S peut être changé en T. Donc il suffit juste de changer le S en T et ça nous donne la mort. Parce qu'effectivement, en général, les venins de serpents, c'est mortel, quoi. Même aujourd'hui, il y a plein de serpents, vous faites mordre, si dans l'heure qui suit, vous n'êtes pas à l'hôpital, vous êtes foutu, quoi. Donc il y a vraiment cette notion de tuer, vous voyez, on retombe sur cette première étape du grand œuvre, mais surtout de percer, parce qu'il mord avec des crocs, vous voyez, il perce la peau. Non seulement il va percer la peau, mais en plus, souvent, son venin décompose la chair, décompose la peau. Parce qu'on regardait la morsure d'un serpent, c'est dégueulasse, hein. Donc vous voyez un peu tous les points communs qu'il y a avec la chimie, qui va percer la matière, il va même la décomposer. Et pourquoi j'insiste sur le verbe percer? Parce que c'est la même racine qu'on a utilisée pour faire le mot serpent. Si vous regardez bien, vous voyez que c'est la même chose. C'est juste que d'un côté, il y a un S, de l'autre côté, le S a été remplacé par un C cédille. Parce que le C cédille fait le son S, comme le serpent. Et les deux lettres ont juste été interchangées. On a mis le P au début au lieu de le mettre à la fin. Et voilà, percer, serpent, perçant, serpent. Vous voyez, à la fin, le ENT de serpent est juste un suffixe. Donc on l'enlève, comme dans le mot parent, par exemple. Donc on peut le voir dans un outil qui est la serpe. Ceux qui font du jardinage connaissent la serpe. C'est une espèce de petite machette avec une lame un peu incurvée qui permet de tailler, d'élaguer le bois, en fait. Donc on travaille sur du bois. On rejoint le bâton de tout à l'heure. Donc le serpent, déjà, là, est associé au bois. Et le bois, on sait que le bois est important, parce que d'ailleurs, le pèlerin en tient tout le temps. Sans parler du fait que c'est une arme blanche, quand même. Il y a une lame, et la lame, elle sert à percer, découper,
trancher, diviser la matière. C'est drôle parce que le mot serpent est l'anagramme du mot présent, en sachant qu'à chaque fois le ENT à la fin est juste un suffixe. Donc vous voyez là, c'est pas comme persan, c'est pas un CCD, le S est resté pareil. On a juste changé un peu de place les lettres, le près devient serp. Deux déclinaisons de la même clé. Et quelle est cette clé justement? Cette clé, c'est le chiffre 7 qu'on connaît déjà. On avait déjà vu avec 7 comme chiffre, avec un C, avec SC, mais je vous avais pas dit, pour pas trop vous embrouiller, qu'il y a aussi la déclinaison SEP, tout simplement, sans le T. Il y a plein de déclinaisons de cette clé. Et donc là, le ER qu'il y a dans serpent, vous savez, c'est comme on l'avait fait avec le mot mort. Le ER, phonétiquement, on peut le lire E accent aigu, donc c'est juste un E. Donc vous voyez, la racine, c'est sep, comme 7, sauf qu'on ne prononce pas le P. On retombe sur le fait qu'il y ait plusieurs couches, et donc justement, qu'il faille les percer, les retirer. Commencez à comprendre pourquoi il est aussi important, le serpent. Et il est tellement important, justement, qu'il va nous forcer à faire un peu d'histoire. On va parler dans cet épisode surtout de l'histoire, nous intéresser un peu aux origines de l'alchimie, sinon on ne va rien comprendre. Vous savez, l'Égypte a toujours été très importante. Ce n'est pas pour rien que Alexandre le Grand, Napoléon et tant d'autres ont conquis ce pays ou ont voulu le conquérir. Alors bien sûr, il y a aussi le fait que ce soit le grenier de l'Afrique. Il y a tout un tas d'autres raisons, bien sûr. Mais l'une des raisons les plus importantes, c'est le fait que les Égyptiens ont porté à un niveau très haut l'alchimie. Ce qui ne veut pas dire que d'autres peuples ne pratiquaient pas l'alchimie. Parce que souvent, quand on dit ça, la plupart des gens se disent « Ah mais non, ce ne sont pas les Égyptiens qui ont inventé l'alchimie, ça existait ailleurs, tout ça. » Ce n'est pas ce que je dis. Mais, grosso modo, quand ils arrivaient en Égypte, ils étaient tous impressionnés par la puissance que l'alchimie avait, ne serait-ce que pour le peuple et pour ceux qui la pratiquaient. Vous savez, la civilisation égyptienne, elle s'étale sur plus de 40 dynasties, je crois, une quarantaine de dynasties. On le sait grâce à un mur sur lequel sont gravés tous les noms de dynasties. Et pour vous donner une idée de la chronologie, en France, on en a eu 5 ou 6 dynasties. Les Carolingiens, les Mérovingiens, les Bourbons, etc. On en a eu 5 ou 6 à tout casser. Et ça s'étale sur 1500 ans. 1500 ans pour 5 ou 6 dynasties. Eux, ils en ont eu une quarantaine. Même si, bien sûr, il y avait beaucoup de trahisons, de coups d'État, etc. Une dynastie peut sauter en l'espace de quelques années, mais une autre peut s'étaler sur plusieurs siècles. Et donc, les Grecs ont été impressionnés par l'alchimie des Égyptiens. Il faut savoir que c'est Thoth, le dieu égyptien de l'alchimie, de la magie, et aussi le dieu des airs. D'ailleurs, il a une tête d'oiseau, une tête d'ibis. Et les Grecs, ils ont voulu justement créer leur propre version. Donc, ils ont fait Hermès, qui s'appelle aussi Mercure chez les Romains. On retombe sur le nom de l'esprit en alchimie. Vous vous rappelez, sel, soufre et mercure, qui est l'équivalent du dieu Thoth. Et vous allez voir qu'il y a énormément de similitudes. Hermès est le messager des dieux et il vit dans les airs, parce qu'il doit porter le message. Par exemple, il peut partir de l'Olympe et aller parler à Poséidon, qui est dans la mer, ou aller voir Hadès dans le monde des morts. C'est le seul dieu d'ailleurs qui se déplace partout. Les autres, en général, ils restent chez eux. Il y a une marque qui s'appelle Hermès, quand même. C'est une des marques de luxe les plus connues, les plus chères, etc. Et Hermès a toujours un casque avec des ailes sur la tête. Et c'est même lui qui a la première version des bottes de milieu. Si vous regardez ses pieds, vous verrez qu'il y a toujours des plumes dessus. Il y a bien la connexion avec l'oiseau, l'ibis, qu'on retrouve chez Thoth. Et il est aussi le dieu des airs. Même son nom, Hermès. Hermès. L'air, mès comme messager. Donc le messager qui est dans l'air, le messager de l'air. Vous savez, les dieux ont toujours des attributs. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être une arme, un instrument de musique, une plante, etc., etc. Par exemple, Poséidon, il a toujours un trident. On le représente toujours avec son trident. Sinon, on le reconnaît même pas d'ailleurs. Cupidon, il a toujours un arc. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, l'attribut le plus important de Thoth, celui avec lequel on représente presque tout le temps, c'est son caducée. On va l'appeler comme ça. En fait, c'est 2 bâtons. On retombe sur le bois, autour desquels sont enroulés 2 serpents. Un serpent sur chaque bâton. D'accord? Maintenant, chez Hermès, on voit bien la ressemblance. Lui aussi, son attribut le plus important, c'est un caducée. C'est le caducée d'Hermès. Cette fois-ci, c'est un seul bâton, sauf que c'est une baguette. Et autour de cette baguette, il y a 2 serpents qui s'enroulent avec les plumes en haut pour appeler l'élément de l'air. Maintenant, il y a un indice important qu'on peut remarquer tout de suite, c'est que les 2 serpents du caducée de Thoth sont coiffés avec une couronne. Ce sont des couronnes égyptiennes parce qu'il s'agit d'un couple royal. On va retomber dessus plus tard, mais dans le grand œuvre, il y a ce qu'on appelle le mariage alchimique, qui est toujours représenté justement par un couple royal, le roi et la reine. Le roi, c'est le soleil, la reine, c'est la lune. Mais laissez tout ça de côté, on y reviendra plus tard. Seulement, vous pouvez déjà noter que les 2 serpents sont associés à un couple royal. Mais le pharaon avait toujours 2 serpents sur sa couronne. Normalement, il y en a une qui symbolise la Haute-Égypte et l'autre la Basse-Égypte. Parce qu'à une époque, les 2 étaient vraiment séparés.
Donc c'est pour montrer son autorité sur les deux parties. Sur cette fresque, on voit que Thoth tient un serpent dans chaque bras, et même sa tête est un serpent à deux têtes. Sur le dessin qui est à côté, qui est contemporain bien sûr, les deux serpents de son caducée s'enroulent autour de lui, il a des ailes pour bien montrer le côté oiseau, le côté volatile. Vous voyez la ressemblance avec le caducée d'Hermès, il y a aucun doute. Pour ceux qui commenceraient à douter du fait qu'il y ait une connexion entre la mythologie, la civilisation grecque et égyptienne, n'oubliez pas qu'il y a encore la ville d'Alexandrie en Égypte, qui vient du prénom d'Alexandre le Grand. Il y a au moins 3 villes qui s'appellent Hermopolis, la ville d'Hermès. Vous voyez que même en Égypte, comme les Grecs étaient sur place, ils avaient déjà commencé à introduire la divinité Hermès dans la civilisation égyptienne. Donc revenons maintenant au caducée d'Hermès. Quelle est son histoire dans la mythologie grecque? Bien sûr, il y a toujours plusieurs versions différentes, vous savez, mais grosso modo, le dieu Hermès, qui venait d'inventer la lyre, l'instrument de musique, qui a 7 cordes, on nous précise bien qu'il en a 7, pas 6 ou 8, l'a offert à son frère Apollon, et celui-ci, en échange, lui a offert sa baguette, qu'il utilisait, je crois, parce qu'il était aussi berger. Ensuite, Hermès a vu 2 serpents, donc avec la baguette, il a essayé de les éloigner, mais les 2 serpents ont commencé à monter le long de la baguette en s'enroulant autour. C'est comme ça que ça a donné le caducée. Alors comme vous pouvez le voir sur les statues, il est tout le temps avec son caducée. Et donc cette image des 2 serpents qui s'entrelacent, on la retrouve vraiment à travers le monde entier. Plein de civilisations. Cherchez un peu, vous pouvez chercher aussi de votre côté, mais ça prendrait peut-être même une vie de tout trouver. Mais là, vous voyez bien que à Sumer, dans la civilisation sumérienne, on retrouve le caducée sur certains artefacts, comme ce vase. Ou en Égypte, bien sûr, là, il n'y a pas besoin de développer. On voit bien que c'est 2 serpents qui font un 8. Et vous voyez la sculpture tout à droite, là, c'est sur l'une des façades de Notre-Dame de Paris. Ça encore, c'est en Égypte. Vous voyez, on a gardé cette notion de serpent qui s'entrelacent, mais on a choisi d'autres animaux pour le symboliser. Dans la vidéo d'avant, on a parlé de l'œuf. J'avais déjà ce dessin, mais je le gardais pour cet épisode-là. Regardez, on voit bien que le serpent s'enroule autour de l'œuf. Il y a plein de gravures comme ça. Là, c'est un dessin contemporain, mais vous trouverez d'autres dessins, des gravures alchimiques où il y a un serpent qui s'enroule autour de l'œuf, parce que le serpent, justement, perce. Perce quoi? L'œuf symbolise le monde, donc il perce la bulle. Là, la statue qui est à gauche, il y a encore les serpents, tout ça, et la déesse, si c'en est une, sort d'un œuf. Regardez, on dirait vraiment un œuf, sauf que c'est le globe. Maintenant, regardons le symbole des médecins et de la pharmacie. On retombe sur la coupe, et il y a un serpent qui tourne autour, qui s'enroule autour. C'est une référence au caducée, bien sûr. Vous verrez plus tard pourquoi le bâton et la coupe veulent dire à peu près la même chose. Sauf que là, vous remarquerez qu'il n'y a qu'un seul serpent, parce que l'alchimie va au-delà de la matière, elle va jusqu'à la lumière. Tandis que la chimie, grâce à laquelle on va fabriquer des médicaments, etc., elle s'arrête à la matière, elle s'arrête au corps, elle ne cherche qu'à traiter le corps, elle ne va pas au-delà, donc c'est pour ça qu'on a mis qu'un seul serpent. Vous voyez? Bien sûr, si vous allez sur Google, ils vont vous dire que ça n'a rien à voir, etc., mais le mec qui a écrit ça, c'est un gars lambda qui n'y connaît rien. Donc il faut que vous compreniez maintenant que tous ces symboles veulent dire à peu près la même chose, c'est-à-dire la coupe, le bâton, le bois, la baguette ou l'arbre, carrément, ce qui est en bois, la croix aussi, l'épée qui est en forme de croix, ou l'encre qui elle aussi est en forme de croix. Donc du coup, l'épée ou l'encre peuvent symboliser la croix, mais aussi le bouclier, figurez-vous, et enfin le serpent ou le dragon. Et il y en a encore d'autres, hein. Mais dans cette vidéo, on va se concentrer déjà sur ceux-là qui sont les principaux, les plus vieux et qu'on voit le plus souvent. Vous voyez en bas à gauche, je vous ai donné un exemple d'association de 2 symboles différents. C'est-à-dire qu'on a pris le bois et on en a fait une croix en bois. Là, on a l'association des deux qui veulent à peu près dire la même chose. Et donc, qu'est-ce que tous ces symboles veulent dire? Quel est leur point commun? Leur point commun, c'est la division. Commençons par la coupe. L'alchimie qui fait de l'alchimie opérative, donc dans son laboratoire, qui va travailler, qui va peut-être essayer de réaliser la pierre de lumière, etc. Il utilise toujours ce qu'on appelle un creuset. C'est un outil qui ressemble à une coupe et qui peut résister à des températures très élevées. Un creuset dans lequel il place la matière et il va le décomposer avec de la chaleur, bien sûr. Mais il faut que le contenant, donc le creuset, soit assez résistant pour ne pas fondre lui aussi, pour ne pas qu'il se décompose lui aussi. Et c'est pour ça que cet outil est vraiment indispensable. En tout cas, surtout dans la voie sèche, qui concerne le feu, parce que tu as aussi la voie humide, c'est plutôt avec de l'eau. Il y a des jeux de tarot où tous les personnages tiennent une coupe, comme vous pouvez le voir ici. Sur ces illustrations, on voit bien 7 coupes. À chaque fois, il y a 7 coupes, coupées 7 fois. 7 coupes. Et dans chacune des coupes, il y a un symbole. On retrouve souvent le dragon et ou le serpent. On voit même l'arc-en-ciel, vous voyez, comme quoi c'est une clé, avec les 7 couleurs primaires. Il y a des bijoux parfois, des joyaux pour symboliser la lumière. Il y a une fée, on retrouve la tour. À côté, il y a
la veuve, qui est normalement associée à Isis, la déesse veuve. Les francs-maçons, au passage, se font appeler les fils de la veuve. Normalement, son voile est rouge. Dans d'autres illustrations d'ailleurs que j'ai trouvées, elle est entourée d'une lumière rouge, ou son voile est rouge. La définition était moins bonne, donc j'ai pris celle-ci. La symbolique du voile est très importante en alchimie. On y reviendra dans un autre épisode. Le laurier, je vous rappelle que la baguette qu'Apollon a donnée à Hermès était en laurier, avec laquelle il a fait le caducée. Elle était soit en laurier, soit en olivier. On notera au passage que les Césars avaient une couronne de laurier. Ié, on sait que c'est un suffixe qui parfois symbolise la végétation, les arbres, les plantes, parce que le laurier est une plante. Une fois qu'on a la racine, l'or, on comprend tout de suite que l'or, la lumière, c'est une couronne en or. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin qu'elle soit en or. Dans le nom même, c'est dit que c'est en or. Dans une découpe, c'est des étoiles. Alors là, c'est pas besoin d'en dire plus. Etc., etc. Vous comprenez pourquoi cet outil, pourquoi la coupe est aussi importante, qu'on la retrouve dans plein d'histoires comme le Graal. Et bien sûr, comme à la fin la lumière sera dans la coupe, on représente ça par une coupe en or qui brille, une coupe avec de la lumière dedans. C'est drôle parce que dans Indiana Jones, pour montrer qu'il ne faut pas s'arrêter à l'or, qu'il ne faut pas être mercantile, parce qu'il y a toujours le méchant qui, lui, ne cherche que les richesses, et il y a le gentil qui, lui, ne pense qu'à l'amour. Et dans Indiana Jones, le méchant choisit la coupe la plus belle, bien sûr, il meurt. Le héros choisit la coupe la plus modeste, la plus simple. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, c'était le fils d'un charpentier. Et là, il prend la coupe la plus simple, et bien sûr, c'était la bonne. Charpentier, connaissez la clé arc, char, arc, car, char. Le P, c'est la transmission. Après le P, c'est que des suffixes. On retrouve même la coupe dans le christianisme, avec la fameuse anecdote de la coupe et du vin. Donc, vous voyez, la coupe sert à diviser. Comme son nom même l'indique, puisque coupe, c'est comme le verbe couper. Ce n'est pas pour rien que ce verbe-là se dit comme ça aussi. Couper, diviser, trancher. On peut dire au passage que dans Harry Potter, on retrouve la notion de coupe. Un volet de la saga s'appelle la coupe de feu. Et dans ce volet, il va se dérouler un tournoi auquel va participer plusieurs écoles de magie. Il va d'abord y avoir cette première coupe qui va sélectionner les participants. Et ensuite, celui qui gagnera le tournoi remportera aussi cette seconde coupe. C'est drôle parce qu'il y a une scène dans le film où ils sont dans une pièce qui est remplie de coupes. Il y a des coupes vraiment partout, quoi. Et du coup, on se demande pourquoi est-ce qu'il y a à Poudlard une pièce qui est remplie de coupes.